On va démarrer, on va faire une petite entrée rapide avant de vous présenter. Je voudrais simplement vous saluer, vous remercier Michel Barnier pour cette interview exclusive que vous accordez à Bismart et aux entrepreneurs évidemment qui sont ici dans le stade et qui vont vous entendre. Merci beaucoup. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle dans un processus, et ce n'est pas le sujet du jour, qui est engagé, primaire, pas primaire, ce n'est pas le sujet. Je voudrais simplement brosser votre parcours. Élu de terrain, élu local. Rapidement. Hein. Très rapidement. Élu local, la Savoie, 92, les JO, le département, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Agriculture, ministre des Affaires européennes. Pas en même temps. Hein. Pas en même temps, bien entendu. 2 fois commissaire européen, évidemment, en charge du marché intérieur et de la sécurité financière, entre autres. Et puis évidemment, vous avez fait cette négociation que vous racontez dans un livre, Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit, la grande illusion journal secret du Brexit, chez Gallimard. Lisez-le, ce livre, parce que c'est à la fois des bras de fer incroyables et des négociations, puis ce sont vos souvenirs, vos états d'âme. Non, mais moi, je l'ai lu. Hein. Vous l'avez lu, vous? Je l'ai même écrit, d'ailleurs. Vous l'avez même écrit? Je l'ai écrit personnellement. Je l'ai écrit, d'ailleurs, je le dis à ceux qui sont là, dans ce superbe vélodrome que je salue, et puis tous ceux qui nous regardent. Je l'ai écrit tous les jours pendant 4 ans, en me disant que c'était quelque chose d'historique, d'unique. J'espère que ça restera unique, le Brexit. Mais je l'ai écrit parce que je pensais que c'était important de fixer les termes de la négociation, de raconter qui je voyais, ce que je faisais pour défendre les intérêts de l'Union européenne. Et puis j'y ai mêlé un certain nombre d'anecdotes personnelles de ma vie d'avant ou des rencontres. Voilà. Je pense que c'est un livre qui peut t'intéresser. Vous y glissez cette petite phrase à la fin du livre. Vous allez me dire, comme beaucoup de journalistes, on ne lit que la fin et la 4e de couve, ce qui n'est pas mon cas. J'ai lu votre livre. Vous dites cette phrase qui est très belle. Pour moi, la fraternité reste une idée neuve. Comme si vous anticipiez l'après, votre après, celui dans lequel vous êtes engagé. En quoi ce Brexit, en quoi cette négociation, en quoi ce travail mené pied à pied en Europe vous sera utile pour cette campagne? Et mon après, c'est pas l'essentiel quand on parle de fraternité, même si ça reste pour moi l'un des 3 mots majeurs de notre devise républicaine. Dans ce livre, j'ai essayé de dire les leçons qu'on doit tirer du Brexit, au-delà de la négociation, pour notre pays. Pourquoi 52% des Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne? C'est pas une petite question. Hein. Alors, il y a bien sûr des raisons très britanniques. L'ultra-droite britannique, M. Farage, des milieux financiers qui ont voulu se libérer des règles de transparence ou de reporting européen. Mais il y a des raisons plus profondes dans des régions en difficulté. Et nous en avons chez nous. Hein. Un pays fracturé. Oui, des fractures, des querelles, plus d'industrie. L'Angleterre, comme nous, on a abandonné une partie de notre industrie. Hein. Moi, je vous rappelle que j'ai été député président du département de la Savoie pendant 17 ans. J'ai vu démanteler, avec l'accord des gouvernements de l'époque, le groupe Péchinet. Ça, je ne pardonnerai pas. Hein. Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. On a abandonné une ambition industrielle, malgré la volonté des industriels français, quelquefois. Les Allemands ne l'ont pas abandonné, les Italiens non plus, les Suédois non plus, mais les Anglais, oui. Donc il y a des leçons à tirer. Et dans les raisons de ce vote contre Bruxelles, il y a ce manque de fraternité ou no future. Il n'y a pas de futur dans beaucoup de régions britanniques. Vous allez penser que mon tropisme d'ancien journaliste politique revient au galop, mais chez vos challengers, ils sont très franco-français. Vous êtes pro-européen, vous connaissez mieux que quiconque des chefs d'État. Vous êtes proche d'Angela Merkel. Est-ce que cela est un atout pour mener une campagne ici en France avec des arguments différents, neufs, sur le plan économique, évidemment? Écoutez, je ne vais pas transformer ce débat de 30 minutes en un débat de campagne électorale. Il y a suffisamment de gens qui font la campagne en ce moment ici à Marseille pour ne pas en rajouter. Simplement, le président de la République, c'est le président de la République. Hein. Et donc, je pense qu'il doit avoir l'expérience, d'abord aimer les gens, avoir l'expérience de l'action locale, savoir ce que c'est le gouvernement et comment gouverner, et puis évidemment
au lendemain de l'élection a lieu en avril, dès le mois de juin, vous avez un Conseil européen, comme tous les trimestres, tous les dirigeants européens. J'ai participé au Conseil européen pendant 4 ans, comme négociateur. Et à ce stade-là, je veux dire une chose pour nous, pour le président, pour le futur président et pour nous. L'influence française, dès l'instant où on décide que notre intérêt, c'est d'être ensemble dans l'Europe pour un certain nombre de choses. Sinon, on est foutu. Voilà ce que je pense. On est foutu par rapport aux Américains, aux Chinois. Et moi, je ne me suis pas engagé en politique. Vous n'êtes pas entrepreneur pour que notre pays soit sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains. Ce qui est un peu le cas, Michel Barnier. Enfin, oui, ce qui est le risque. Permettez-moi de le dire. C'est le risque. Dans beaucoup de domaines, les grandes entreprises qui comptent sont maintenant américaines ou chinoises. Il n'y a pas de fatalité à ça. La fatalité n'existe que s'il y a du fatalisme. Mais moi, je ne peux pas être fataliste. Les entrepreneurs ne sont pas fatalistes. Donc, on doit tenir le cap et redresser la barre. Dès l'instant où on décide d'être ensemble pour un certain nombre de sujets, parce qu'on pense que tout seul, on ne compte plus assez, on n'est plus assez respecté. C'est le cas du changement climatique, c'est le cas de la maîtrise de la finance mondiale, c'est le cas du terrorisme et des flux migratoires. Voilà un certain nombre de sujets où il faut être ensemble. Dès l'instant où on décide d'être ensemble, la question c'est comment ça fonctionne à Bruxelles. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi les bureaucrates prennent le pouvoir? Pourquoi on a fait des erreurs majeures pendant 30 ans en dérégulant, au point que certains banquiers se sont crus tout permis? Parce qu'on leur a tout permis. Parce que l'Europe leur a tout permis? Oui, je pense qu'elle les a encouragés en dérégulant, en supprimant... Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé avant 2007, 2008. Des banquiers qui mettaient des produits toxiques sur le marché, qui se payaient des bonus insensés, injustifiables. Donc on a mis de la règle, de la transparence, un peu plus de morale. Et les bureaucrates dont je vous parle, une conviction que j'ai depuis très longtemps, c'est qu'à Bruxelles comme à Paris, peut-être à Marseille, quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est qu'on leur laisse le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur laissent le pouvoir. Donc les hommes politiques ne doivent pas laisser le pouvoir aux bureaucrates, ils doivent assumer leurs responsabilités. Avant de nous tourner vers des propositions, puisque vous avez... donné un article dans Valeurs Actuelles où vous revenez sur les questions économiques, le travail, l'assistanat et un certain nombre de sujets que j'aimerais qu'on approfondisse. Mais restons un instant sur l'industrie. Ça fait près de 20 ans, plus de 20 ans que des hommes politiques disent que l'on va redresser notre industrie et on voit qu'inexorablement notre industrie disparaît. On fait quoi? On met des taxes aux frontières de l'Europe, on recrée une taxe sur les importations. Qu'est-ce que vous proposez sur ce sujet pour remettre du sang dans la machine et de l'industrie sur nos territoires? Il n'y a pas une baguette magique. D'abord, l'industrie, ça passe par des industriels, par des entrepreneurs. Et le rôle des pouvoirs publics, c'est au niveau local, d'une agglomération, d'un département, d'une région, du pays, de créer les conditions, l'environnement réglementaire et fiscal qui permet aux entrepreneurs d'entreprendre. Et donc, l'un des objectifs que nous devons nous fixer, c'est de voir toutes les barrières, tous les handicaps, tous les freins qui sont mis par la réglementation, quelquefois que nous appliquons plus durement en France qu'en Europe, les mêmes règles, des règles fiscales qui n'existent pas ailleurs. Donc ça, c'est un examen. Ensuite, s'il y a cette volonté des industriels et qu'elle peut s'exprimer, il y a effectivement des pouvoirs publics au niveau national et européen qui doivent encourager. Je vous ai parlé de Péchinet qu'on a laissé partir. Oui. Je pourrais citer d'autres exemples. Il faut, que nous ne soyons pas naïfs, comme nous l'avons été trop souvent, dans nos échanges internationaux. L'Europe, je parlais de l'erreur qu'a faite l'Europe depuis 30 ans, c'est d'ouvrir toutes les portes et les fenêtres. Au moment de la globalisation, au moment où le mur de Berlin est tombé, on s'est dit le commerce, très bien. Le libre-échange. Libre-échange. Moi, je suis libéral. Ce que ne font pas les Américains, Michel Barnier, qui ont des mesures beaucoup plus protectionnistes. Je suis libéral, mais l'ultralibéralisme, le laisser-faire général, sans aucun contrôle moral, sans gouvernance, ça, c'est pas du libéralisme. Donc, on a ouvert toutes les portes et on a pensé que les autres allaient faire la même chose. Et personne n'a fait la même chose. Bien sûr. Personne. Et donc, nous devons exiger, c'est le rôle du chef de l'État, la réciprocité dans nos échanges commerciaux. Donc, il est temps de refermer un peu les portes. Il est temps de ne plus être naïf. Et puis, il est temps aussi que, dans les domaines où nous n'avons plus la force tout seul, ce que j'appelle la masse critique européenne, on se dise, dans le domaine de l'industrie, de la recherche, de la technologie, qu'il faut mutualiser. C'est un mot que j'aime bien pour caractériser l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une mutualisation de nations.
C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup le concept de souveraineté européenne. Je préfère celui de souveraineté nationale qui sont solidaires. Mais dans ce domaine-là, nous avons, c'est ce que fait d'ailleurs le commissaire Breton au niveau européen, à identifier les sujets, on l'a vu pendant la pandémie, Oui. où nous n'avons plus d'autonomie. La gestion des vaccins. Nous n'avons plus d'indépendance. Nous dépendons des Chinois ou des autres. Donc ça suffit. Il faut dans ces domaines identifier. Un patriotisme européen. Oui, je n'ai pas peur de ce problème, de cette appellation de patriotisme, tant que pas d'indépendance ou de liberté. Il y a quelques années, j'étais commissaire, vous l'avez rappelé, au marché intérieur, et j'avais fait une lettre avec le commissaire à l'industrie, M. Tajani, italien, pour dire au président de la Commission, on devrait au moins évaluer, connaître, comprendre qui achète quoi chez nous. Quels sont les investissements étrangers chez nous en Europe. Et je me suis pris la porte dans la gueule. On m'a accusé de protectionnisme à la française et ça n'a pas bougé. Ce n'est que depuis 2 ou 3 ans qu'on commence à se dire qu'on devrait savoir. C'est pour ça que je vous dis qu'on est naïf, parce que les Chinois, les Américains, les Russes, ils savent qui achète quoi chez eux. Et quelquefois, ils bloquent. Et ils savent fermer les portes. Ils savent fermer les portes. Sur des gros contrats. Donc oui, il faut une taxe, notamment sur le CO2 aux frontières pour rétablir une équité ou une concurrence loyale. Et puis, il faut, ce qu'on commence à faire depuis quelque temps, le plan Juncker, plus le plan de relance, investir ensemble pour l'avenir. Je ne crois pas que la bonne réponse soit du protectionnisme pur et dur, parce que ici, on dit Marseille est la chance de la France, les territoires français sont la chance de la France, et vous avez beaucoup d'entreprises qui exportent, donc quand on exporte, il faut accepter aussi que les autres viennent le fassent. Ben oui. En revanche, ne pas être naïf, voilà la grande règle pour les temps qui viennent. Il y a eu un petit débat, on va y revenir, sur l'augmentation des salaires, qui est un vrai sujet. Mais la question qui devance cette problématique de augmenter ou pas les salaires est une question qui anime la campagne présidentielle. Vous avez décidé de vous engager dans cette campagne. On a entendu que vous ne souhaitiez pas faire un meeting électoral. Certes, il y a 500 000, 450 000 emplois à pourvoir. Au moment où je vous parle, peut-être plus. On nous dit que la campagne présidentielle va tourner autour du débat sécuritaire, autour de l'immigration. Vous évoquiez le fait que vous étiez un libéral. Est-ce qu'il faut, comme l'a fait Angela Merkel à l'arrivée des Syriens, proposer, tendre la main à des migrants capables de créer de la richesse sur notre territoire, ou est-ce qu'il faut véritablement créer un mur, puisque cette question est souvent posée sur d'autres continents, on crée des murs pour empêcher évidemment les migrations. Quelle est votre position sur ce sujet ? Non, mais ma position est extrêmement claire, je l'ai décrite d'ailleurs dans une proposition qui est en débat, qui est celle d'un moratoire sur l'immigration. Détaillé, je l'ai fait dans le Figaro il y a quelques semaines, je le referai à nouveau. J'y ai beaucoup réfléchi, c'est pas un coup. Je pense que les Français en ont marre des hommes politiques qui font des coups. Donc j'ai réfléchi avec des gens du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, des experts européens, à cette façon, dès le début du quinquennat, et en nous appuyant sur un référendum pour retrouver notre souveraineté législative dans ce domaine, un référendum qui aura lieu en septembre et qui sera proposé aux Français dès le premier tour de l'élection législative, dès le mois de mai. Les Français sauront qu'ils seront consultés par référendum sur la souveraineté réglementaire et législative dans ce domaine de l'immigration. Quelle question, Michel Barnier, vous posez aux Français là, dès les législatives ? La question sera sur 2 points, de redonner au Parlement la capacité, et je réponds à votre question, de fixer chaque année les quotas de personnes que nous souhaitons accueillir chez nous pour des raisons économiques. Et il y en aura besoin, mais il faut savoir et que le Parlement puisse se prononcer chaque année. Et la deuxième, concernera clairement le bouclier législatif pour retrouver notre souveraineté, ne plus être soumis à des condamnations, à des arrêts de telle ou telle cour européenne contre la loi française. C'est ce que font les Allemands. Donc je dis ça sérieusement et nous le ferons. La question d'une immigration mal maîtrisée, de tous les troubles et des problèmes qu'elle crée chez nous, la question de l'insécurité, oui, dont on a beaucoup parlé ici pour Marseille, même s'il y a beaucoup d'insécurité partout, c'est pas la seule question. Mais quelquefois, je me dis que cette question de la stabilité dont les entreprises ont besoin, de la visibilité, c'est quand même une question préalable. Parce que s'il n'y a pas de stabilité sur un territoire, s'il y a des troubles, on l'a vu au moment de la crise financière, les gens n'investissent pas.
Bien sûr. On n'investit pas dans une période on thésaurise. où on n'a pas de visibilité et de prévisibilité devant soi. Donc oui, il faut traiter la question de la sécurité publique, de l'autorité de l'État, partout, et des réponses que cela appelle sur la justice, pas seulement la veille des élections, mais je veux dire dès le début de son mandat. Et puis vient la question de l'immigration, et notamment de l'immigration choisie, qui est la ligne que je recommanderais. Qui pourrait être une immigration utile à notre économie. Oui, bien sûr. Vous avez des étudiants étrangers que nous devons accueillir. Il y a des salariés dont nous avons besoin dans tous les métiers. Mais il faut pouvoir choisir. Et les Français n'ont plus le sentiment de quelque chose que plus personne ne contrôle. Restauration, service à la personne. La politique de l'immigration ne fonctionne pas en France. Elle ne fonctionne pas en Europe. Donc le temps que je propose, le coup d'arrêt que nous ferons, est fait pour remettre à plat toutes les procédures, y compris le regroupement familial, le temps de discuter avec nos voisins sur le contrôle des frontières extérieures de l'Union qui sont de véritables passoires, et puis le temps de discuter avec les pays d'émigration pour avoir une règle du jeu commune entre eux et nous. Michel Barnier, le débat que vous avez suivi évidemment à l'occasion de l'AREF à l'hippodrome de Longchamp entre Bruno Le Maire, Geoffroy Roux de Bézieux qui sera avec nous dans... Un peu comme ici. Exactement. Pas un vélodrome. C'est pas un vélodrome, mais c'est vrai qu'on est dans un espace... J'ai bon souvenir en tout cas du dialogue que j'avais eu, un peu comme celui que nous avons en ce moment l'année dernière, juste... alors que le Brexit n'était pas encore réalisé. Et je ne savais pas si on y arriverait d'ailleurs. Oui, parce qu'il y avait une incertitude à l'époque où vous parliez, effectivement, il y a un an. On augmente ou pas ces salaires? Est-ce qu'il y a un problème? La relance est là, les chiffres de l'économie sont bons. On s'interroge même d'ailleurs sur ce Covid. A-t-il été bon ou mauvais pour notre économie, ce Covid? Comment vous regardez cette situation? Écoutez, franchement, personne ne peut dire que cette crise sanitaire a été bonne. Hein. Personne ne peut dire ça. C'est la première fois que tout est stoppé dans le monde, avec beaucoup de dégâts. Hein. Enfin, j'ai vécu cette maladie comme beaucoup, malheureusement, pas dramatiquement, mais quand même, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de malades, il y a encore beaucoup de séquelles, il y a beaucoup de... Je parlais du plan économique, les chiffres, oui, mais vous avez vu... Excusez-moi, quand la société est malade, touchée comme ça, l'économie ne peut pas bien se porter. C'est-à-dire ce qui explique et justifie l'appui massif qui a été apporté par les pouvoirs publics. On augmente ou pas ces salaires, Michel Barnier? Est-ce qu'on les augmente? Est-ce que ce débat qui a été posé... Indépendamment de cette question du Covid. Indépendamment, certes, mais la question est posée à l'issue de ce Covid. Oui, je pense qu'il faut... par des allègements ciblés de charges, augmenter les salaires, notamment ce qu'on appelle les salaires intermédiaires au-delà de 1 SMIC 5. Je pense que les gens doivent être mieux rémunérés et mieux récompensés quand ils s'engagent. Et puis ça n'empêche pas, je le dis dans l'article de Valeurs Actuelles que vous avez cité, de prendre des mesures pour... d'une manière ou d'une autre, on plafonne le total des aides sociales de telle sorte qu'il y ait une vraie différence entre ceux qui touchent des aides sociales, qui ne travaillent pas, peut-être parce que souvent ils ne peuvent pas travailler, il faut respecter ça, et ceux qui veulent travailler. Donc je pense que l'encouragement au mérite et au travail par différentes mesures. Mais ne comptez pas sur moi pour faire des promesses. Ceux qui me connaissent savent que depuis la Savoie et les Jeux Olympiques jusqu'au Brexit, j'ai préféré faire plutôt que de parler, oui. et faire attention à ce que je disais pour pouvoir le faire après. Hein. Ouais, c'est le propre des hommes de la montagne, ça. C'est des gens pragmatiques. Oui. Quand même, d'un mot, cette inquiétude des entrepreneurs, alors vous n'allez pas peut-être pouvoir y répondre, mais certains disent on a 400 milliards d'euros de dettes supplémentaires provoquées par cette crise Covid, l'intervention de l'État. Certains craignent déjà des hausses d'impôts ou une fiscalité en hausse. Pas forcément les impôts, puisque l'impôt sur les sociétés baisse progressivement, mais des hausses déguisées. Et qu'est-ce que vous dites sur cette question? Parce que c'est une question importante, la question des impôts. Mais les entrepreneurs qui sont ici, qui sont aussi des citoyens, savent qu'une dette, ça se rembourse. On la rembourse. Non, mais le débat plane là. Si vous trouvez un candidat qui vous dit on ne va pas rembourser la dette, méfiez-vous. Hein, parce que faire très attention que s'agissant de l'économie et de la dette, on parle de confiance. Hein. Bien sûr. Qu'on a besoin, quand on voit la structure de notre dette, qui n'est pas prioritairement et majoritairement portée par les Français, mais par des fonds extérieurs, nous avons besoin de préserver la confiance sur la capacité de la France à payer ce qu'elle doit. Alors après, c'est une autre question de savoir sur combien de temps. On a aujourd'hui des taux et des conditions qui nous permettent d'étaler historiquement bas sur très longtemps. Et puis ça ne doit pas nous empêcher, et c'est une question de responsabilité, de faire des efforts. Je vais citer 2 exemples. La retraite, qui est un débat qu'il faudra réouvrir. Nous travaillons moins et moins longtemps que tous nos voisins.
Et je pense qu'il faut s'interroger, beaucoup de chefs d'entreprise travaillent avec les Allemands, sur les raisons de la solidité allemande. Hein. La première raison, c'est des entreprises familiales, régionales, qui ont été généralement mieux soutenues en Allemagne, notamment au niveau des Länder, que nous n'avons fait en France. La deuxième raison, c'est la qualité du dialogue social. Oui. La troisième raison, c'est une formation professionnelle qui est adaptée aux besoins de l'économie. Voilà, donc je pense que quand quelque chose marche à côté, il faut le faire sans hésiter. Formation professionnelle. Mais j'ai cité la retraite, je voudrais citer aussi la lutte contre la fraude sociale. Hein. Dans ma proposition sur le moratoire, j'ai étudié avec des experts une idée que je crois nécessaire, qui est... pour maîtriser la fraude, qui est considérable, le changement de toutes les cartes vitales en France pour que chacun dispose d'une carte biométrique. Et là, nous verrons bien qu'il y a une différence qui n'est pas normale aujourd'hui entre le nombre de titulaires d'une carte vitale et le nombre de citoyens. Hein. Ah, soulevé il y a un peu moins d'un an maintenant. C'est une idée simple, c'est une idée lourde, mais je pense nécessaire de le faire. Il y a plusieurs dizaines de milliards d'économies à faire. Hein. La fraude, un dernier mot avant de nous quitter dans les items. Je suis bien chez vous, mais je peux rester. On est bien, mais c'est vrai qu'on est bien. Il y a un petit vent doux et on est bien sur cette pelouse du Vélodrome. Juste un mot, il est essentiel parce que c'est un sujet qui est parfois un peu négligé. On parle beaucoup de formation professionnelle, mais lorsqu'on interroge les Français sur leurs préoccupations du moment, évidemment en prévision de cette campagne présidentielle, 1, la santé, 2, la sécurité et 3, l'éducation. Les entrepreneurs se plaignent beaucoup d'une difficulté à pouvoir recruter des collaborateurs, j'allais dire, de qualité, formés. Est-ce que notre éducation, je dirais, de base est malade? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème avec notre modèle éducatif? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a d'ailleurs toutes les enquêtes qui sont faites sur le niveau de l'éducation française des grandes écoles ou des moins grandes écoles, nous baissons. Donc il y a un vrai problème. On ne réglera pas cette question contre les enseignants, hein, mais avec le sujet. Avec eux. Mais en changeant un certain nombre de choses sur la nature des programmes, les éléments de base que tout enfant doit savoir, de compter, de ça, d'écrire. Et évidemment... Ces élèves, c'est les salariés de demain, hein, oui, Michel en Barnier. réorientant aussi, je le pense, les programmes dans toutes les filières vers des métiers qui sont des métiers d'avenir, hein, et qu'on remette les mathématiques, les matières professionnelles, l'histoire aussi, si vous me permettez de le dire, notre histoire, dont nous avons des raisons d'être fiers, toute notre histoire, sans s'excuser. Voilà, j'exprimerai un certain nombre d'idées sur ces questions pour les mettre en débat, parce que je ne prétends pas l'avoir, la science infuse. Hein. Un homme politique n'a pas la science infuse. Et, au contraire, on doit mettre l'autorité morale qu'on a ou la capacité politique au service des bonnes idées, d'où qu'elles viennent. Donc je prendrai du temps aussi pour écouter les bonnes idées. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ce pays a des ressources et des ressorts, on le voit ici dans ce territoire de Marseille, considérables, et que c'est de ce territoire que viendra la réussite d'une ambition que je crois à notre portée, je le dis au niveau européen, d'être la première puissance économique et agricole d'Europe dans 15 ans. Ça viendra d'ici, ça ne viendra pas de Paris. Mais ça viendra aussi d'un état d'esprit. Vous avez bien voulu parler des 10 ans que j'ai consacrés aux Jeux Olympiques d'Albertville avec Kili. 92, et donc les 10 ans d'avant. Il ne faut pas vivre dans la nostalgie ni dans le passé, il faut plutôt regarder devant, mais j'ai le souvenir en tout cas très présent tout à l'heure j'ai rencontré l'un d'entre vous qui était volontaire aux Jeux Olympiques d'Albertville, et d'une chose qui était très simple. On a eu 8000 volontaires, comme vous en aurez ici pour organiser les épreuves des Jeux Olympiques de Paris, et à Paris évidemment. Et il faut participer. C'est formidable d'avoir les Jeux Olympiques. Ces 8000 volontaires, de toutes conditions, de toutes opinions, ont passé entre 3 semaines et parfois 6 mois, 1 an, gratuitement pour nous aider. Mesdames et messieurs, ils ont tous eu le sentiment, et ils gardent le sentiment aujourd'hui, de s'être améliorés personnellement, d'avoir progressé personnellement en participant au succès d'un projet collectif. grâce à leur engagement. Grâce à leur engagement. Et c'est ça que j'aimerais qu'on réussisse ensemble pour notre pays. Retrouver la fierté de s'engager et de travailler. Merci Michel Barnier. Je n'ai plus le temps de m'autoriser à vous demander si vous serez un tiers Merkel et 2 tiers Thatcher, comme l'a dit un des challengers. Vous qui êtes très proche d'Angela Merkel. Je serai 100% français. 100% français. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir accordé cet entretien à cœur ouvert pour nous parler des entrepreneurs sur le plateau, ici au milieu du stade Vélodrome, sur le plateau de Bismarck pour l'occasion. Merci.